Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 3 Alsace pour cette édition spéciale consacrée aux résultats des élections départementales dans la région. Des résultats qui ont ancré un petit peu plus les deux départements, barinois et haut-rhinois, à droite. Oui, nous reviendrons pendant cette émission sur cette victoire indéniable de la majorité alsacienne, sur les résultats du Front National qui finalement n'a obtenu aucun élu en Alsace, et puis sur les socialistes qui sont sauvés par Strasbourg. Et surtout, nous serons en mesure de vous annoncer le nom des deux futurs présidents du département du Bas-Rhin et du département du Haut-Rhin, les candidats à la présidence. Il s'agit de Frédéric Biry pour le Bas-Rhin, le conseiller départemental du canton de Mutzig. Et dans le Haut-Rhin, c'est Eric Stroman. Nous devrions avoir Frédéric Biry en direct dans quelques instants dans cette édition spéciale. À suivre, beaucoup de reportages, de réactions et l'éclairage de nos invités présents ici à l'auditorium de France 3 Alsace, le politologue Richard Kleinschmager et nos confrères journalistes, Yolande Baldévec du journal L'Alsace, Alexandre Tandin de France Bleu Alsace, Jacques Fortier des Dernières Nouvelles d'Alsace, sans oublier Claire Perrault qui nous rejoindra tout à l'heure pour nous raconter les tweets de la soirée sur Internet. Et alors, on commence évidemment avec les résultats de ce second tour des départementales dans la région. Avec vous, David Marcelin, à quoi ressemblent les nouvelles assemblées départementales? Bonjour Anne, vous l'avez dit tout à l'heure, le bleu, couleur dominante en Alsace, aucun élu du Front National. Voilà les deux enseignements de ce deuxième tour. Regardez dans le Bas-Rhin, voici la composition de l'hémicycle ce matin. 28 nouvelles têtes et 18 visages déjà connus. Hier, sur les 23 cantons du département, la droite a remporté 19 succès, une droite qui s'est imposée dans les 15 cantons ruraux du département face au binôme du Front National. Un FN qui dépasse les 40% dans 3 cantons barinois, Bischwiller, Reichshofen et Ingwiller. Dans ce dernier canton, le plus grand du Bas-Rhin, la droite a inversé la tendance du premier tour. Seule terre qui résiste à cette vague venue de droite, Strasbourg. Les élus socialistes ont gagné 4 des 6 cantons. La plus large victoire dans le Bas-Rhin pour Sébastien Zegel et Catherine Greff-Eckert à Lingolsheim avec 71% des suffrages exprimés. Le score le plus serré, canton de Strasbourg 1. Mathieu Kahn et Suzanne Kempf l'emportent avec 54,2%, soit 862 voix de différence. Un mot Anne sur la participation, 46,1% dans le Bas-Rhin. C'est dans le canton de Strasbourg 3 qu'elle est la plus faible, 35,7%, 8203 votants pour 23 004 inscrits. Une vague bleue encore plus forte dans le Haut-Rhin où la droite s'est adjugée 16 des 17 cantons gagnants. Tous ces duels face au Front National. Un grand chelem manquait de très peu puisqu'à Wittenheim, le FN qui avait 14 points d'avance au premier tour était opposé à un binôme de gauche. Pierre Vogt et Marie-France Valla ont inversé la tendance en l'emportant avec 51,4%. 404 voix d'avance. C'est la victoire donc la plus serrée de la soirée haut-rhinoise, mais Pierre Vogt pourrait bien rejoindre la majorité alsacienne. En revanche, meilleur score dans le Haut-Rhin pour deux piliers de la politique, Eric Stroman et Brigitte Klinkert dans le canton de Colmar 2. 71,5% des suffrages exprimés. En sortant, 23 nouveaux élus composent ce conseil général du Haut-Rhin que vous allez découvrir. Une figure de la politique alsacienne est battue dans le canton de Sainte-Marie-aux-Mines. L'un des plus grands d'Alsace, Henri Stoll, n'a obtenu que 27,2% des voix. Le taux de participation enfin dans le Haut-Rhin, 47%. Et c'est dans le canton de Mulhouse 2 que ce taux de participation est le plus faible avec 35,7%. Merci David. Richard Kleinschmager, on s'arrête un instant sur ces taux de participation plutôt faibles. C'est mieux qu'en 2011, mais on ne peut quand même pas s'en satisfaire. Oui, on ne peut pas s'en satisfaire, sachant toutefois qu'on est dans une élection qui souvent a été couplée avec une autre élection, elle est seule cette fois-ci, dans un dispositif nouveau. J'aurais tendance à considérer qu'elle n'est pas inintéressante, cette participation. On n'est pas dans une dégringolade complète. Je pense que le nouveau dispositif, et notamment le système des binômes, a certainement, il faudra peut-être le vérifier, on peut le vérifier à travers les inscrits, les votants, inspiré l'envie d'aller voter du côté des femmes. Mais notamment des taux de participation faibles à Mulhouse et à Strasbourg, ça interpelle ? Oui, ça interpelle, mais bon, c'est de tradition. Les villes sont moins participantes au vote habituellement. C'est regrettable, mais c'est vrai que la lisibilité des conseillers départementaux aujourd'hui, généraux autrefois, dans les villes est très faible. On les repère facilement dans les zones rurales, ils sont très présents et sont généralement maires d'une commune, mais en ville, c'est plus compliqué.
Alors, 3 cantons avaient retenu particulièrement l'attention à l'issue du premier tour. 3 cantons dans lesquels le Front National était arrivé largement en tête. Il s'agit d'Ingwiller dans le Bas-Rhin, d'Ensisheim et Wittenheim dans le Haut-Rhin. On s'arrête déjà sur Wittenheim, où finalement est élu le seul binôme qualifié de gauche. En tout cas, on le disait comme ça hier soir, dans le Haut-Rhin. Une victoire à l'arraché, à peine plus de 400 voix d'écart entre les deux binômes. Et puis donc, coup de théâtre ce matin à l'hôtel du département à Colmar. Stéphane Gaudry, vous êtes en direct sur place. Vous avez rencontré Pierre Vogt, qui était donc d'hiver gauche hier soir, et il vous a annoncé son ralliement à la majorité alsacienne. Effectivement, ce matin, c'était un peu les grandes manœuvres ici au Conseil général du Haut-Rhin, un peu comme dans tous les conseils généraux de France, conseils départementaux, pardon. Les groupes majoritaires se réunissent pour se répartir les responsabilités, c'est de bonne guerre. Simplement, ce matin, ici dans le Haut-Rhin, ils n'étaient pas 32, ils étaient 33. Et donc, si vous êtes doué en maths, vous savez que 33, c'est un chiffre impair. Ça veut dire qu'un binôme, c'est scindé en deux. Et ce binôme, vous le disiez, c'est celui du canton de Wittenheim. Alors, il y avait Pierre Vogt, qui n'était pas d'hiver gauche, mais sans étiquette. Il l'a longtemps revendiqué, mais il était tout de même associé à une élue socialiste. Et donc, ce matin, ce binôme va se scinder en deux. L'un d'entre eux, Pierre Vogt, va effectivement siéger avec la majorité au département. Il le justifie par un certain pragmatisme au service de son canton. Écoutez-le. Et moi, je ne me suis jamais mis sur un plan politique. J'ai toujours été un candidat indépendant et je continuerai à l'être. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le service à la population et je ne rentrerai pas dans des manœuvres clivantes, comme malheureusement c'est le cas trop souvent en politique. D'ailleurs, on a pu voir le résultat dans les urnes. Nos habitants ne veulent plus des guéguerres de chefs. Ils veulent des élus qui travaillent, qui fassent ce qu'il faut sur le terrain pour les aider dans des conditions souvent très difficiles. Alors voilà, c'est un ralliement un peu de dernière minute qui est sans doute dicté par les résultats des élections hier soir où finalement cette liste, peut-être un peu rapidement étiquetée d'hiver gauche, a été la seule à sortir de ce second tour face à une immense majorité d'hiver droite. Ce matin, nous avons contacté Marie-France Vallas, sa binôme, qui visiblement n'était pas complètement au courant de ce ralliement, mais elle aussi fait contre mauvaise fortune bon cœur et se dit que pour faire avancer les dossiers au sein du canton, il est peut-être pas mauvais d'avoir un des deux représentants du binôme au sein de la majorité. Merci Stéphane, vous étiez donc en direct de l'hôtel du département à Colmar. Soulagé, le conseiller général sortant UMP, Michel Habig, l'était vraiment hier soir dans son canton d'Ensisheim. Le FN était arrivé largement en tête dimanche dernier. Et puis la tendance est inversée pour le second tour. Le binôme UMP d'hiver droite a finalement été élu sans difficulté. Reportage hier soir de Géraldine Dreher, Nadine Lié, Bernard Stemmer. Avec Betty, dès demain matin, nous serons au travail. Voilà, encore merci à tous. Des applaudissements nourris à la hauteur d'un immense soulagement. Michel Habig et Betty Muller remportent cette élection et la victoire est large. Le duo de la majorité alsacienne rassemble 57,3% des suffrages, devançant de 15 points le duo frontiste. Heureux, content d'avoir pu convaincre les électeurs par rapport à l'équipe qui s'est présentée à eux. Je peux vous le dire, après 3 semaines, plus d'un mois de campagne, c'est une excellente équipe qui m'entourait. On a effectivement été chercher les voix, on nous a soutenus par rapport aux Républicains qui se sont alliés à nous. Et voilà, le résultat est là aujourd'hui, on est devant, on a gagné. Et de fait, pour ce second tour, le report des voix a largement profité au duo UMP d'hiver droite qui l'emporte dans les 38 communes du canton. Une claque pour les candidats du Front National, eux qui se prenaient à rêver d'une victoire après être arrivés en tête lors du premier tour. Finalement, l'extrême droite progresse, passant de 35 à 42% des voix, bien insuffisant pour transformer l'essai. Effectivement, c'est une défaite, simplement c'est une défaite devant un système qui fait que nous nous battions quand même contre 5 ou 6 formations politiques. Donc, une formation politique contre 5 ou 6 formations ne peut pas faire le poids. Michel Habig entamera son 5e mandat au sein de la future Assemblée départementale. Pour la maire de Geiswasser, en revanche, l'expérience est inédite. Un habitué et une novice qui célébraient leur victoire hier soir, mais qui, vous l'avez entendu, promettent de se mettre au travail au plus vite. Et dernier canton où le Front National pouvait espérer réaliser un bon score, voire faire une entrée dans l'Assemblée départementale, c'était dans le nord du Bas-Rhin, dans le canton d'Ingwiller. La droite était partie divisée au premier tour, ce qui avait probablement joué en faveur du FN.
Finalement, le second tour a vu la réélection du maire UMP de Sarre-Union, Marc Séné, et l'élection de son binôme, le maire de la Petite-Pierre. Reportage hier soir à Ingvillers, Marie Pouchin et Guillaume Bertrand. La victoire, haut la main, l'UMP remporte le canton d'Ingvillers avec près de 59% des voix. Derrière le Front National au premier tour, le binôme gagnant a labouré le terrain toute la semaine encore. L'appel à l'Alliance républicaine pour faire barrage à l'extrême droite a été entendu. Nous avons organisé 78 réunions publiques sur 4 semaines. C'est un peu éprouvant. Oui. Nous y sommes parvenus et nous avons, mine de rien, rencontré pratiquement 1000 personnes durant ces réunions. En début de soirée, les tout premiers dépouillements annonçaient déjà la couleur du bleu plus que du marine. L'UMP bénéficie du report naturel des voix de l'autre binôme de droite, éliminé dès le premier tour. Le Front National, lui, ne peut pas compter sur le réservoir Unserland. Nous avons appelé tous les électeurs anti-système à se reporter sur notre candidature. Ça n'a peut-être pas été le cas, il y a énormément de bulletins blancs, alors il est probable que grand nombre des électeurs d'Unserland qui avaient plus ou moins appelé à voter blanc aient suivi les consignes de vote pour une partie. Malgré 5% de bulletins blancs et une participation en légère baisse, le Front National a gagné près d'1 millier de voix entre les deux tours. Il est même en tête dans 11 communes sur 75, plus qu'un avertissement pour les nouveaux élus. Ces électeurs attendent un signal fort de la part de nos gouvernants, mais c'est aussi à nous, en tant qu'élus de ce nouveau grand canton d'Ingvillers, d'être des relais et de faire remonter ces attentes. Leur défi, parcourir le plus grand canton d'Alsace, 678 km² à deux. Les conseillers annoncent déjà qu'ils tiendront encore des permanences dans les 3 anciens chefs-lieux. Richard Kleinschmager, le Front National était présent dans 34 cantons sur 39 au second tour et donc il n'a aucun élu. Il n'a aucun élu, c'est le dispositif des élections qui gère cela, puisque ces élections cantonales ont longtemps été les élections des terrains, ces élections qui visaient à maintenir les équilibres politiques pour faire face aux variations fortes de l'opinion publique nationale, à tel point qu'on élisait la moitié des membres du Conseil général autrefois. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc elles sont plus politiques, ces élections. Le Front National, incontestablement, s'est incrusté dans le paysage local. Le problème qui va se poser, évidemment, c'est que ces candidats qui ont été ratissés très largement, certains sont très motivés, mais il va falloir qu'ils durent dans le paysage local, qu'ils s'enracinent en quelque sorte. Ce que, évidemment, l'UMP sait très faire, puisque l'UMP a réussi, et je dirais la droite alsacienne en général, à présenter des gens qui sont déjà incrustés, qui sont maires de communes, et par là ont déjà un capital symbolique très fort auprès des électeurs. Mais on voit que le FN arrive à faire des très bons scores de premier tour, sans pourtant parvenir à récupérer des électeurs pour le deuxième. Le Front National a fait de très bons scores au premier tour. Mais moi, ce qui me semble, il faudra le vérifier dans le détail des chiffres, c'est qu'il a néanmoins progressé encore en beaucoup d'endroits au deuxième tour. C'est-à-dire qu'il a ramassé davantage que ce qu'il avait obtenu au premier tour. Si, au total, ce n'est pas le cas, ce n'est pas visible, c'est parce qu'il n'a pas été présent partout au deuxième tour. Mais incontestablement, sa présence n'a pas été effacée par l'effet du deuxième tour. Il est partout présent, ce qui est aussi un constat évidemment qu'on ne peut que faire, c'est que le Parti socialiste en l'occurrence, n'a pas été le challenger habituel de l'UMP, ça a été le Front National. On est dans une région où la droite affronte une autre droite. On va s'intéresser à présent au cas spécifique des 2 grandes villes alsaciennes, Mulhouse et Strasbourg, où les politiques municipales se sont mêlées à ces élections départementales, avec notamment des candidatures d'adjoints au maire. Et on commence par Mulhouse, où Jean Rotner peut être satisfait. Tous ses adjoints candidats ont été élus. Stéphanie Malherand, Vincent Lemiel. 4254 voix, soit 66,11% des suffrages. Pour les 3 cantons mulhousiens, des résultats tous très favorables au binôme de droite. Les candidats sont soulagés, à commencer par Fatima Yen et Philippe Trimaille, qui étaient distancés de 6 points par le FN au premier tour. On est contents, mais surtout fiers des électeurs qui ont été capables d'un vrai sursaut républicain. Ils ont montré leur attachement aux valeurs qui nous rassemblent, et nous en sommes très fiers, et nous sommes fiers d'y avoir contribué. Déception forcément pour les candidats du Front National, et de l'amertume un peu aussi. Bon, il y avait aussi tout un battage contre nous.
et le report des voix. Bon, leur front républicain a fonctionné à bloc. Pour la droite, l'heure est aux congratulations. L'équipe municipale mulhousienne peut voir plus loin. Voilà, la reconnaissance de notre travail d'adjoint aussi, qu'on va pouvoir continuer au département. Et c'est bien cet argument-là qu'on a donné dans toutes nos rencontres avec les habitants. Et voilà, ils l'ont bien compris. Pour les partis de droite, cette victoire est aussi le résultat d'une stratégie qui s'est avérée payante. Nous avons joué le jeu de l'union et seule l'union a payé dans cette campagne. C'est vrai au premier tour, c'est vrai au deuxième tour. Je m'en réjouis, nous aurons de nombreux élus alors que nous n'en avions aucun. Au-delà de ces résultats, reste maintenant aux nouveaux élus à tirer les enseignements de cette percée historique du Front National. Et la bataille strasbourgeoise semblait prometteuse, mais finalement c'est une sorte de statu quo avec 4 cantons sur 6 remportés par les socialistes, 8 élus de gauche dans la nouvelle assemblée, une prouesse malgré tout dans un contexte national compliqué, mais l'UMP s'en sort bien aussi, conservant ses 2 bastions au nord et au sud de la ville, une soirée strasbourgeoise que nous racontent Grégory Fraise et Xavier Gannet. L'entre-deux tours et les dernières heures d'attente avant les résultats ont été longs pour les candidats socialistes strasbourgeois. La ville est la dernière chance de la gauche. On approche du dépouillement, donc la tension monte et ce sera ou non la confirmation d'un premier tour qui a donné plutôt satisfaction à notre équipe municipale. C'est finalement une soirée sans surprise et un PS qui limite la casse. Au fur et à mesure de la publication des résultats, au centre administratif, l'équipe municipale se détend. Les duels opposant le PS au Front National dans les cantons 2 et 3 sont remportés sans difficulté et s'est transformé aussi face à l'UMP dans les cantons 1 et 5. Le binôme Bitz-Buffet savoure une victoire somme toute plutôt confortable. Je rappelle qu'en 2008, j'étais élu avec 26 voix d'avance. Aujourd'hui, c'est plus de 800 voix dans un contexte défavorable à la gauche et aux écologistes, ce qui montre bien que c'est le travail de proximité mené depuis 2008 qui aujourd'hui a payé électoralement parlant. Des sortants reconduits, à droite aussi. L'UMP conserve son bastion de la Robertsau et le canton 6 remporté haut la main. Ici, l'entente UMP-UDI n'a laissé aucune place au suspense. Dans notre entente, notre façon de travailler, même de mener campagne, on a appris aussi à se connaître parce qu'une campagne c'est un moment difficile. Tout s'est vraiment passé dans la plus grande harmonie. En fin de soirée, dans un restaurant de la ville, les militants du Front National acclament Andrea Didlot. Le FN est largement battu à Strasbourg, mais avec des résultats jugés prometteurs. On fait des scores qui n'avaient jamais été égalés dans le passé pour le Front National à Strasbourg. On est au-dessus de 30%, donc on s'aligne finalement sur les scores des cantons ruraux. Donc c'est une vraie victoire pour nous et c'est le résultat d'une implantation locale qu'on a commencé l'an dernier avec les municipales. Et aujourd'hui ça paye et demain ça payera encore plus aux élections régionales. À quelques mètres de là, dans un bar, la gauche décompresse. 4 cantons sur 6, pas de quoi être euphorique, mais l'essentiel est là. Strasbourg reste la citadelle rose et le test de popularité pour la municipalité est réussi. Je pense que c'est vraiment le travail de l'équipe municipale qui est reconnu et de tout le groupe parce qu'on fait tous partie de cette municipalité et je pense que c'est ça qui a été reconnu et qui est porté. Et je pense qu'on va pouvoir continuer à faire entendre une autre petite musique au conseil départemental. Ils et elles seront 8 à porter la voix de l'opposition au sein d'une assemblée acquise à la droite, mais qui devra composer avec l'exception strasbourgeoise. On vient de l'entendre dans le canton de Strasbourg 4. Le sortant Yves Le Tallec repart pour un 3e mandat à 77 ans. Mais dans ce fief de la droite strasbourgeoise, la candidature du premier adjoint au maire socialiste, Alain Fontanel, n'est pas passée inaperçue. Alors Alain Fontanel n'a pas remporté l'élection, mais il a sûrement gagné en notoriété. Et au fond, c'était peut-être bien cela qu'il recherchait. David Meneux, Jérôme Gosset. Bonjour. Les bureaux de vote du Palais des Fêtes, le duo Fontanel-Colère est ici en terrain conquis, mais cela ne suffit pas à gagner une élection. Malgré le redécoupage qui offre un peu d'air à la gauche, le canton 4 reste à droite. Dans les bureaux du centre administratif, les résultats sont observés de près, plus de 1300 voix d'écart. Les 2 adjoints au maire y trouvent un motif de satisfaction. On est parti sur un canton difficile, on le savait. On est très content du résultat qu'on a fait au premier tour. C'est un score historique. Et puis, on a surtout réduit l'écart entre la gauche et la droite depuis les dernières municipales sur ce canton
même redécoupée. Une élection est toujours utile, c'est important, ça permet d'aller au contact des Strasbourgeois, ça permet de se battre face à la droite, d'affirmer aussi des valeurs, de faire des propositions, et donc dans un parcours, c'est évidemment une étape importante. Élection perdue, mais élection utile. Premier suffrage universel pour le candidat Fontanelle. Le poulain du maire de Strasbourg a déjà été élu lors de scrutins de liste, mais jamais sur son nom personnel. Ces élections lui ont donc offert de la visibilité à défaut d'un énième poste. Yves Le Tallec, le vainqueur UMP de ce canton 4, y voit simplement de l'opportunisme politique. Qu'est-ce qu'il vient faire à la Robertsau comme conseiller général, si ce n'est, par ce biais-là et en cas de victoire, conforter sa position personnelle pour d'éventuelles élections ultérieures municipales, mais comment pourrait-il faire le job d'un conseiller départemental dans ces conditions actuelles? Comment pourrait-il le faire? Moi, je me explique, c'est un cumulard. Alain Fontanelle est entre autres premier adjoint au maire, adjoint à la culture, vice-président de l'Eurométropole, président de la Compagnie des transports strasbourgeois, conseiller régional. Et personne ne doute qu'il envisage de prendre la succession de Roland Ries à la ville de Strasbourg. C'est vrai que ça fait beaucoup pour un seul homme. Richard Kleinschmager, on revient sur ces résultats départementaux. Une lecture municipale. Mulhouse d'abord, Jean Rotner, c'est le grand chelem pour lui. Oui, tout à fait. Enfin, on peut dire que Jean-Marie Bockel, en tout cas, a assuré sa succession de main de maître, en quelque sorte, puisque à la fois il a réussi à imposer son candidat à la mairie de Mulhouse, et ce candidat réussit lui-même brillamment à rassembler les forces autour de lui. On peut dire que Roland Ries a ce travail devant lui, même si il a une préférence, d'autres ne sont pas forcément de son avis. Ce qui me frappe dans ces élections, quand même, c'est l'importance, j'allais dire, du niveau municipal pour accompagner ces élections départementales. Les maires sont omniprésents, en quelque sorte. Et on sent bien que c'est le niveau 2. J'allais dire de la notoriété, de la notabilité politique qui s'installe à travers ces élections départementales, qui sont plus guère ces élections qu'on qualifiait souvent d'élections couleur sépia, tendance Rotary. C'est devenu réellement des élections politiques au sens plein du terme, et elles procèdent à ce qu'opère le système politique, c'est-à-dire la sélection progressive de ceux qui sont appelés aux plus hautes fonctions. Et le troisième tour des élections départementales, eh bien, c'est l'élection des présidents des assemblées. Là, il va y avoir de la nouveauté, puisqu'on l'a déjà dit, les deux présidents actuels ne se représentent pas. Et la question est donc de savoir qui va remplacer Charles Butner dans le Haut-Rhin et Guy-Dominique Kennel dans le Bas-Rhin. Alors, on a bien senti que les tractations allaient bon train dès hier soir en coulisses, mais impossible, en tous les cas, hier soir, d'en savoir plus. Les candidats supposés sont restés très discrets sur leurs intentions, à commencer par le président Guy-Dominique Kennel, bien décidé, lui, quand même, à influer sur le nom des successeurs. Rendez-vous avait donc été pris dès hier soir pour ce matin, 8h30. Caroline Kellner, vous êtes en direct de l'hôtel du département du Bas-Rhin. La fumée blanche est sortie, effectivement, ce matin. Oui, Anne, et la fumée blanche est sortie bien plus tôt que prévu, puisque les élus sont arrivés vers 8h30. Hier soir encore, Guy-Dominique Kennel me disait, mais maintenant je sais que c'était de l'intox, ce soir, demain matin au plus tard. En réalité, le terrain a été préparé depuis fort longtemps. Et ce matin, il n'y a eu qu'un seul candidat, après l'expression de plusieurs d'entre eux, dont Rémi Bertrand, qui, Dominique Kennel l'a rappelé, a largement tendu la main à Frédéric Biry. Frédéric Biry qui est à côté de moi, qui est donc conseiller départemental de Mutique et qui est le candidat de la majorité départementale. Monsieur Biry, bonjour. Bonjour. Alors finalement, tout s'est fait, on a l'impression, très simplement ce matin. C'est vrai qu'on a eu un très très bel échange ce matin et c'est vrai qu'il pouvait y avoir plein de candidats. Tout le monde avait la légitimité pour l'être. Rémi Bertrand, mais aussi Bernard Fischer, Étienne Wolf et d'autres auraient pu se porter candidats. Nos concitoyens nous avaient hier marqué leur confiance, mais en même temps, ils nous ont dit on attend de vous que vous rassembliez, que vous fédériez, que vous travaillez ensemble, que vous serriez les coudes. Et c'est cette expression-là qui est ressortie de l'échange d'aujourd'hui. Et je suis très sensible de la confiance que mes collègues me témoignent en me portant comme candidat pour la présidence. Hier soir, j'ai quand même envie de vous poser la question. On vous a vu en aparté avec plein d'élus, avec Guy-Dominique Kennel, avec Rémi Bertrand. C'était fait hier soir ou jusqu'à la dernière minute, il y a eu des discussions?
Écoutez, rien n'était fait. J'avais les espoirs, mais il y avait le moment d'échange. Tout le monde a pu s'exprimer ce matin et l'échange a été vraiment de qualité. Ce qui est important, c'est le projet. Et nous nous fédérons sur un projet à la fois un projet de proximité pour nos concitoyens, parce que c'est un enjeu, essayer de répondre au mieux aux attentes de la vie quotidienne des habitants, des Barinois. C'est ça notre grande priorité. Ensuite, c'est mettre l'élu au cœur des décisions, c'est renforcer la proximité, la territorialisation, enfin bref, toute une série d'actions qui ont pour objet de regagner la confiance de nos concitoyens. Merci beaucoup Frédéric Biry, et bien sûr le vote lui-même aura lieu jeudi matin comme prévu. Merci Caroline. Alors maintenant dans le Haut-Rhin avec un changement de présidence annoncé là également, et là franchement pas vraiment de suspense, même si l'intéressée Géraldine Dreyer n'a jamais voulu se dévoiler hier soir. Effectivement, l'intéressé, on va le donner son nom tout de suite, c'est Eric Stroman qui a été réélu hier, donc conseiller départemental UMP dans le canton de Colmar 2. Hier soir encore sur notre antenne, effectivement, à la question êtes-vous candidat à la présidence, il était hésitant à pas forcément vouloir vraiment nous répondre. En tout cas, ce matin, le groupe majoritaire s'est réuni, comme à Strasbourg, il s'est réuni à Colmar pour le Haut-Rhin, et la seule information qui a filtré de cette réunion, c'est qu'Eric Stroman donc sera bien candidat et seul candidat pour la majorité. Il est désigné donc par son groupe pour devenir président de cette assemblée haut-rhinoise. C'est donc la fin d'un faux suspense qui durait quand même depuis quelques jours. Il y avait deux présidentiables potentiels, on va dire, dans le Haut-Rhin. Olivier Becht, qui a été élu à Rixheim, centriste indépendant, a dit clairement sur notre antenne hier soir qu'il n'était pas candidat. Donc il ne restait finalement plus que Eric Stroman. Je rappelle qu'Eric Stroman est aussi député, ce qui veut dire qu'il va finalement cumuler deux fonctions. Il a le droit de le faire encore jusqu'en 2017. La loi sur le cumul des mandats, ou le non-cumul des mandats plutôt, le lui permet, ce qui veut dire que dans 2 ans, il devra faire un choix. Alors passera-t-il la main ? Quel choix fera-t-il entre les deux fonctions? Vous allez me dire, il a encore 2 ans pour y réfléchir. C'est pas demain matin. Il y a plus urgent. Le plus urgent, c'est aussi quelque chose de compliqué. C'est la vraie difficulté devant laquelle il est aujourd'hui, parce que il va falloir qu'il répartisse des postes. Alors, qui à la vice-présidence, qui à la commission permanente? Et quand vous avez une majorité qui représente la quasi-totalité de l'Assemblée, c'est plus difficile de contenter tout le monde entre les anciens, les nouveaux, les hommes et puis ces femmes qui arrivent dans l'Assemblée. Alors voilà, moi j'ai envie de vous dire, ça va être ça finalement le casse-tête haut-rhinois. Merci beaucoup Géraldine. Richard Kleinschmager, vous parliez tout à l'heure de Rotary. Tout ça, ça ressemble un peu à des tractations entre amis. Est-ce que c'est bien vu par les électeurs ? Les électeurs sont un peu tenus à l'écart, ils ne sont pas censés être informés de tout, sauf que quand on joue à se placer, et parfois c'est intéressant d'informer l'opinion. Donc l'électeur n'est pas directement concerné, il a choisi un parti, et c'est vrai que ces élections se sont politisées à l'occasion de l'élargissement de la taille des cantons, mais le reste appartient très largement à ce que font les partis, c'est-à-dire qu'ils travaillent à proposer des responsables, etc. Donc c'est vrai qu'on est dans une phase où l'électeur est moins présent. Là, on connaît maintenant le nom des 2 futurs présidents. Est-ce que c'est important finalement la personnalité du président dans une assemblée départementale ? Je vais répondre en disant ça dépend du président. Certains présidents se sont imposés de manière très très forte. On se souvient de certaines présidences tonitruantes comme celle d'Henri Goetschy, par exemple, dans le Haut-Rhin. D'autres aussi, dans le Bas-Rhin, ont marqué cette institution de leur présence. Mais c'est vrai que la vraie question maintenant pour le département, c'est quelles vont être réellement, d'une part, ses compétences. Elles sont, on le sent bien, du côté de l'action sociale, mais à quel point et accompagnées de quelle autre mission, et d'autre part, quels vont être les moyens financiers. Et sur ce plan-là, on sent que les vaches maigres se profilent à l'horizon. Géraldine Dreyer le disait, maintenant c'est aussi la composition des exécutifs qui va être compliquée à réaliser pour les 2 présidents. Est-ce qu'on peut s'attendre à de la parité ?
Oui, je crois qu'une partie de la parité est dans la loi, y compris à ce niveau des vice-présidents et donc et des commissions permanentes. Donc ce dispositif-là est réellement un dispositif très actif. Je ne sais pas si un jour on le reconnaîtra au Parti socialiste qui l'a mis en place, mais c'est vrai qu'il a profondément modifié les règles de fonctionnement de cette Assemblée, qui étaient, j'allais dire, très masculines, très traditionnelles souvent, et je dirais l'arrivée d'un nouveau président comme Frédéric Biry, qui est de l'UMP mais a été proche de Martin Hirsch, sauf erreur, etc., va donner d'autres tonalités. Enfin. C'est un vrai signe de renouveau pour le département du Bas-Rhin ? Je pense qu'il y a un véritable renouveau. Dans le Bas-Rhin, il y a pas mal de sortants qui reviennent sur place, mais dans le Haut-Rhin, le renouvellement est assez fort. Et ça ne tient pas que au système du binôme et à la présence des femmes. On change de génération incontestablement. Alors on l'a dit, la majorité alsacienne sort évidemment grand vainqueur, sans surprise, de ces élections départementales. Alors le temps d'une soirée, eh bien, ces élus ont quand même savouré leur victoire. Et on s'est beaucoup embrassé hier à l'hôtel du département du Haut-Rhin. L'arrivée en force des femmes n'y est peut-être pas étrangère. Reportage hier soir à Colmar, Stéphanie Malorand, Vincent Lemiel. Des bisous, des bisous. C'est le premier effet visible de la parité au conseil départemental. Avec désormais 17 femmes et autant d'hommes, moins de mains serrées et d'accolades et des bises en pagaille. De quoi détendre l'atmosphère et donner le sourire, par exemple, à Brigitte Klinkert, qui a longtemps été l'unique femme conseillère générale du Haut-Rhin. J'ai été élue pour la première fois il y a 20 ans déjà, et je me disais, je suis la première femme élue au conseil départemental, je pense que d'autres vont suivre, ça n'a malheureusement pas été le cas, et ce soir elles viennent en force, c'est vraiment du bonheur. En force peut-être, mais c'est quand même un homme qui donne les consignes pour la suite. Demain matin à 10h, on se voit. Ah oui, je sais. Déjà, ça donne des ordres. Je donne des ordres? Non. On s'organise pour que tout le monde soit au même endroit, à la même heure. Tout le monde, les nombreux nouveaux, les quelques anciens, très en forme pour cette large victoire de la droite. Le bon sens paysan, je suis très content, parce qu'un bon élu, c'est un élu qui a de la terre après la semelle. Excusez-moi, messieurs les Parisiens. Et de la terre sous la semelle, le doyen de cette institution n'en manque pas. Michel Habig, élu pour la 5e fois, veut rester lucide sur le travail de fond que les élus doivent désormais effectuer. C'est quand même un vote, d'alerte. Et donc là-dessus, il faudra qu'on puisse répondre au niveau des compétences du conseil général, du conseil départemental. Quand on est doyen, ça reste ancré. Ah oui, tout à fait. Le conseil départemental. Avant de se mettre au travail, photo souvenir d'une grande famille de droite qui prend les rênes du tout nouveau conseil départemental. Donc, on fera sûrement encore l'erreur une ou deux fois. Allez, pendant que la soirée électorale se déroulait sur ce plateau, en l'auditorium de France 3 Alsace, eh bien, les internautes réagissaient, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Claire Perrault. Tout à fait, Anne, puisque c'était le second tour avec des résultats définitifs. La première chose que j'ai envie de vous montrer, ce sont les réactions et les photos des nouveaux élus qu'on a vu passer la mine réjouie toute la soirée. Par exemple, celle du binôme Le Tallec-Fesdorf à Strasbourg, tweetée par Fabienne Keller. Sauf qu'elle s'est trompée, ils sont élus à Strasbourg 4 et non pas Strasbourg 5, c'est sûrement l'émotion. Strasbourg 5, d'ailleurs, c'était le duo Bitz-Buffet. On a vu aussi des photos de joie du côté des élus de Mulhouse. Vous vous souvenez, on avait parlé du silence des femmes la semaine dernière. Eh bien, elles ont eu davantage voix au chapitre hier, que ce soit dans les interviews en duplex ou bien ici sur le plateau. Et les internautes ont été très attentifs à leurs paroles, comme cette Mel qui a écrit « Les femmes sont élues sur leurs chromosomes, mais visiblement, personne ne pense qu'elles ont un projet ». Une certaine Mathilde Carcélès a parodié le discours de ces messieurs qui affirment « Je défendrai, je vais ». Et elle d'ajouter « La femme, elle fera le pot de fleurs ». Ce à quoi notre mail de tout à l'heure répond de hashtag positif poétique, binôme, géranium, ça rime. On a eu aussi des commentaires plus politiques comme celui de cette Tiffaine B qui nous dit « Bon camarade, je déménage à Strasbourg, le seul département où il fait bon vivre quand on est socialiste ». Regardez aussi celui de Sparrow qui nous montre sa réaction. « Moi, quand Marine Le Pen dit penser remporter 4 régions aux prochaines élections, voici comment elle voit sa tête, celle d'un chaton qui se marre et qui finalement se marre beaucoup moins ».
Sur France 3 Alsace, on a aussi posté cette photo d'un candidat avec son frère jumeau, ce qui a suscité le commentaire d'un internaute. Ils sont deux. Et pourtant, jamais vu dans le canton. Aucune remarque sur votre cravate cette semaine, Renaud Arcer. Du coup, je l'ai pas mise. Oui, on imaginait que les spectateurs attendaient le mois de décembre pour voir si vous pliez à la mode de Tsipras. Eh bien, ça y est, c'est fait. En parlant de plier, regardez, David Marcelin qui plie bagage après la soirée hier avec tous ses chemises, des cravates, des chemises. On commence à parler chiffon, décidément. Les départementales, ça commence sérieusement à être aussi une affaire de femmes. On va encore avoir des tweets, Claire. Allez, il est temps de savoir ce que pensent nos confrères de tous ces résultats. Et on jette d'abord un coup d'œil sur les unes de vos journaux, tous les deux, Yolande Balvec et Jacques Fortier. L'Alsace titre sur la victoire massive de la droite. J'espère qu'on va voir les images, on me les a promises. Voilà, victoire massive de la droite. Et puis dans l'édition Strasbourg des DNA, vous mettez en avant la victoire UMP dans le canton Strasbourg 4. Voilà, on a à peu près un quart d'heure pour revenir sur tous ces résultats. D'abord, sur cette course à la présidence qui finalement est plus rapide qu'on ne le pensait. Jacques Fortier, comment on peut interpréter cette accélération? Le conclave n'a connu qu'un tour, parce qu'il avait qu'un candidat, en tout cas dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin également. La surprise, la mini-surprise qu'annonçait Guy-Dominique Kennel hier soir sur votre antenne, c'était en fait le fait qu'il n'y aurait qu'un seul candidat et que Rémi Bertrand avait renoncé à se prononcer en disant que finalement il n'avait jamais vraiment été candidat, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, et donc Frédéric Bierry, qui lui l'était, s'est présenté, et après les discours qui ont eu lieu ce matin de l'un, de l'autre, et d'autres membres, notamment de Bernard Fischer, c'est à main levée que l'ensemble du groupe majoritaire, 38 personnes maintenant, a décidé qu'il soutenait cette unique candidature. Il y a une logique, il y a une logique. Frédéric Bierry, c'est le ministre des Affaires sociales du département du Bas-Rhin depuis plusieurs années. Or, on le sait, les départements, dorénavant, va surtout faire du social. Il va garder quelques autres compétences, bien sûr, mais comme il n'aura pas les sous pour les étayer, c'est vraiment les affaires sociales qui vont devenir le principal de son activité. Il y avait une logique à ce que ce soit Frédéric Bierry qui prenne cette succession. Dans le Haut-Rhin, Éric Stroman, les choses étaient déjà connues, il n'y avait pas de surprise. Petite pirouette sur est-ce que Brigitte Klinkert peut être, pour avoir une femme dans le Haut-Rhin, un homme dans le Bas-Rhin, question reposée en 2017. Donc tout était joué d'avance, Yolande Balvec, finalement. Dans le Haut-Rhin, d'autant plus que c'est quand même Éric Stroman qui, avec Jean-Marie Bockel et Jean Rotner, ont organisé toute la campagne, ont organisé les investitures. D'ailleurs, on a vu que le seul binôme de droite qui n'a pas gagné, c'est à Wittenheim, et qui n'avait pas l'investiture UMP-UDI. Tous les autres ont gagné. À partir de là, on peut imaginer que, effectivement, Éric Stroman était très proche d'eux et que c'était déjà fait en amont. Et je pense que on a parlé d'Olivier Becht, mais Olivier Becht nous a dit très tôt qu'il ne serait pas candidat. Que lui, de toute façon, il veut être député, ce qui ne veut pas dire qu'il ne veut pas jouer un rôle au sein du Conseil général du Haut-Rhin. Et donc tout ça, c'était... Bon, moi je pense que ça ne va pas être facile non plus maintenant pour Éric Stroman. Les cartes vont être battues dans 2 ans, de toute façon, il va être obligé de choisir. Vous pensez qu'il y a déjà de toute façon une succession qui se profile? C'est pas sûr, tout dépendra de si la droite revient au pouvoir. Elle peut très bien décider très vite de supprimer la loi sur le non-cumul. Bon, tout ça, c'est pas fait. Non, moi je pense que le défi, c'est vraiment de tourner la page Büttner, c'est de mettre en place une assemblée un peu apaisée, qui travaille, où on ne se tire pas dessus. Enfin, il y a quand même eu des choses... Avec s'entendait, en tout cas, on n'est pas allé jusqu'à choisir une femme. Non, mais je crois que ce que disait Richard aussi tout à l'heure sur le changement de génération, faut aussi l'incarner. Je crois que là, il y a une volonté, je me souviens d'une voix libre il y a quelques temps de ça, il y avait une vraie volonté de Frédéric Bierry, il le disait sur le plateau de France 3, il y a aussi une prime à l'envie, et il y a ce changement de génération qui doit s'incarner et qui est là, quoi. Yolande Balvec, vous avez prononcé le nom de Charles Büttner, ça a été le grand absent. On ne l'a pas vu du tout de la soirée. Ni au premier, ni au deuxième tour. Ni au deuxième tour, d'ailleurs. C'est une sortie assez discrète, étrange. Très discrète pour le moins. Rien à en dire. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'était pas candidat. Il a même soutenu, avant le premier tour, les gens d'Unserland contre des binômes de la majorité. Moi, je pense qu'il n'avait plus un grand rôle à jouer maintenant.
Pour revenir sur Frédéric Biry, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est le maire de Schirmeck, donc conseiller départemental du canton de Mutzig. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? Très impliqué, mon collègue l'a dit, dans le social, mais aussi dans toute la politique en faveur des jeunes. Enfin, tous ces passages, tout ce qui a été fait pour les adolescents, les étudiants, tout ça, c'est un peu lui. Hein. Bon, par ailleurs, c'était quelqu'un d'impliqué comme dans le mémorial, la construction du mémorial, comme maire, hein, dans le mémorial d'Alsace-Lorraine, d'Alsace-Moselle plutôt. Et bon, c'était l'attaché parlementaire d'abord d'Alain Ferry. Et puis de Laurent Furst. Puis de Laurent Furst, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est-à-dire que c'est pas non plus l'élu d'un seul canton. Il a une ouverture d'esprit. Il était radical d'ailleurs aussi, hein, il me semble. Ce qui a pesé sans doute, parce que sur le plan politique, il faut rappeler, il y a une petite aile UDI sur l'ensemble de cette très grosse majorité départementale dans le Bas-Rhin, et il était important d'avoir quelqu'un qui puisse avoir un lien avec les uns et les autres. Je pense que les 5 UDI, que pour l'instant on étiquette UDI, se retrouvaient aussi assez facilement dans Frédéric Biry, dans sa fibre sociale et dans sa façon d'être avec eux, et dans ce lien avec ce qui fut et ce qui demeure encore un peu le Parti radical, oui. Bien sûr. Une domination de la droite, hein, indéniable, au Rhin-Bas-Rhin. Et on le disait aussi, c'est peut-être pas forcément si évident que ça, du coup, pour créer les exécutifs et puis peut-être gouverner, tout simplement, quand on semble tous d'accord de prime abord. Alors effectivement, c'était souligné tout à l'heure, notamment dans le Haut-Rhin. Ça va être des fois, c'est pas nécessairement facile, effectivement, de distribuer les postes. Je pense que pour mener une politique, quand on est tous d'accord, c'est quand même logiquement plus simple. Il y aura cette place de Strasbourg qui sera importante, qui fait dissonance justement, puisque Strasbourg garde la majorité de gauche. On a beaucoup entendu, et y compris lu dans la propagande qu'on pouvait recevoir électorale chez nous, qu'il y avait cette place de Strasbourg à défendre. Et je crois que les élus de Strasbourg, quand ils faisaient candidature, disaient il faut que l'Eurométropole de Strasbourg se fasse entendre. Là aussi, il y a une incertitude, Richard en parlait tout à l'heure, sur les compétences, sur la répartition entre le Conseil général, la place de l'Eurométropole. Tout n'est pas encore complètement ficelé. Là, il va y avoir du travail pour Frédéric Biry qui va devoir discuter de cette place de Strasbourg. Ces rescapés socialistes, ils vont arriver à se faire entendre dans le Bas-Rhin, justement dans le cadre des négociations sur l'Eurométropole? La difficulté, c'est qu'effectivement, ils sont tous concentrés dans le même endroit, donc dans l'Eurométropole. J'ai fait rapidement des calculs en pourcentage de sièges. Il y a 17% de gauche dans le conseil départemental du Bas-Rhin, et puis il reste plus que 3% de gauche, puisque si j'ai bien compris, avec le changement enfin, à vérifier hein, quand même, le changement de comportement de Pierre Vogt, il y a plus de 3% de gauche dans le Haut-Rhin. Mais la façon dont les majorités toutes puissantes vont composer avec leur opposition, c'est aussi un critère. Tous ces critères, elles ont la chance de ne pas avoir d'opposition sur leur droite. Elles ont en revanche une petite, maigre opposition à gauche. Et dans le Bas-Rhin, c'est une opposition dans la grande ville qui est la capitale du département et de la région. Et ça, c'est important. Les années qui viennent vont être celles de la recherche d'un équilibre entre l'Eurométropole et le reste de son département, peut-être même le reste de sa région. Ça ne va pas être simple. Les textes qui, pour l'instant, préparent cet équilibre ne sont pas très clairs, sont en train d'être modifiés. La loi MAPAM qui a été votée il y a à peine quelques mois est déjà modifiée par la loi NOTRe. Le président actuel de l'Eurométropole et le président dans 3 jours du conseil général, du conseil départemental décidément, du Bas-Rhin ne savent pas exactement quelle sera la ligne de frontière entre leurs compétences à l'un et à l'autre. Le feuilleton continue. Donc il était primordial en fait pour les socialistes d'avoir ces postes clés des cantons strasbourgeois. Oui, d'une certaine manière, oui, bien que c'est évidemment Robert Herrmann, qui lui n'est plus conseiller départemental, qui va négocier, et je pense qu'il est suffisamment consensuel pour essayer de trouver quand même un accord avec Frédéric Biry. Les deux hommes risquent de bien s'entendre, ils se connaissent forcément. Ils se connaissent, oui, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'entendent pas, mais on pouvait dire ça aussi pour Rémi Bertrand. Non, je pense qu'un des enjeux, là, très rapidement, ça va être les régionales, qui se profilent, qui ont lieu. On a déjà entendu, on l'a dit avant, Marine Le Pen dire qu'elle peut gagner la grande région Est. Bon, moi, en ayant vu les résultats dans les 3 régions, je ne vois pas trop comment elle va gagner, puisque même si elle fait 30% actuellement, l'UMP-UDI rassemblée en fait 40 à peu près, et même c'est pas la même élection, c'est pas l'élection européenne,
Hein, c'est une élection à la proportionnelle, mais genre conseil municipal. Il y a une prime à ceux qui arrivent en tête. Et moi, je vous fiche mon billet que ce sera pas le FN. Enfin, ça me paraît. Richard Kleinschmager, puisque vous êtes l'expert ici, rappelez-nous un peu le mode de scrutin des régionales qui peut effectivement favoriser plutôt le Front National. C'est un mode de type proportionnel. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il va s'opérer au niveau départemental. Et donc ce fameux département dont on prédisait la disparition va forcément avoir une importance considérable dans ces élections régionales, puisqu'on reste sur le dispositif ancien. Et donc le travail de terrain, ça va être aussi un travail de terrain sur le département. Il peut se passer des choses un peu inattendues, mais c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui évolue. On évoquait l'Eurométropole et le département. Moi, je suis quand même frappé que le pilotage de l'Eurométropole par Robert Herrmann se fait selon un dispositif politique, les accords, l'association avec Yves Bure, qui est très original d'une certaine façon. On voit tout d'un coup cette fameuse UMP-PS tellement décriée arriver à concevoir pour cet ensemble-là, du moins, de manière certes bornée et limitée, mais quelque chose de relativement original dans la gestion des affaires publiques. On revient quand même sur le Front National, on l'a dit déjà, aucun élu, pourtant des scores plus qu'honorables. Est-ce que ça risque pas de frustrer l'électorat du Front National ? Clairement, si on regarde, il y a eu hier soir 170 000 et un peu plus électeurs qui ont voté pour des candidats, pour des binômes du Front National. 0 élu en Alsace. Et puis à gauche, il y en a eu 41 000 qui ont voté pour des binômes socialistes ou divers gauches. Et puis il y a 10 élus pour l'ensemble de l'Alsace. Alors, c'est le mode de scrutin, Richard Kleinschmager l'a fort bien rappelé, il est fait pour ça, pour représenter des populations, mais des populations sur des territoires, et ça a été découpé ainsi. Mais en revanche, on ne peut pas empêcher que ces 171 000 électeurs aient l'impression d'être frustrés d'une victoire ou de petites victoires qu'ils pouvaient localement attendre. Alors ça, c'est quelque chose qui va demeurer, qui va fermenter, et qui peut-être peut expliquer les appétits du Front National pour les régionales, ce qu'évoquait Yolande Baldeweg à l'instant. Il y a le sentiment de frustration, et certainement là, parmi des gens qui sont en train de nous regarder. Vous avez des gens qui ont voté blanc aussi. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé, beaucoup de bulletins blancs, mais énormément. Je crois qu'il y a 8 ou 9% de bulletins blancs et nuls. Oui, si on additionne blanc et nul, on est à peu près à 9. En gros, c'est 6 et 3. Ce qui est considérable. C'est considérable sur une région comme l'Alsace. Alexandre Tandrin, vous êtes comme Yolande Baldeweg, vous n'y croyez pas à une éventuelle victoire du Front National au régional ? Je me lancerai pas dans les paris ou dans une boule de cristal. Je note simplement qu'il y a eu une volonté d'implantation du Front National partout dans cette grande future région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. Le score du Front National est important dans les trois régions. C'est à prendre en compte. Il y a des inquiétudes du côté du PS, on l'a tous relayé dans nos journaux, dans nos radios, où on sait que Jean-Pierre Masseret fait plus ou moins des appels du pied en disant si des fois, il faudrait peut-être qu'on travaille ensemble avec Philippe Richert, même si Philippe Richert, lui, ne souhaite pas afficher aujourd'hui, et ça se comprend, l'UMPS. C'est une élection, Richard l'a rappelé, où on vote sur une liste. Il y a une prime à celui qui arrivera en tête. Ça veut dire que si la prime au gagnant pour le parti qui arrive en tête, c'est le Front National qui est devant, c'est le Front National qui peut emporter cette... C'est pas pour rien que Marine Le Pen dit cette région peut aujourd'hui basculer à l'extrême droite. On n'est pas aux européennes, encore une fois. Enfin, on a quand même vu aux européennes que c'était des partis, une droite très éclatée. Alors que là, on va quand même avoir, moi je pense que Philippe Richert va tout faire pour avoir l'UMP et l'UDI et des indépendants avec lui. Ça donne quand même une marge. Ça donne une marge, mais si on se retrouve dans une configuration, on a le FN qui est en tête, l'UMP qui est en 2 et le Parti Socialiste qui est en 3, on pourrait pratiquement avoir un Parti Socialiste qui décide de se retirer. Moi, je ne vois pas trop pourquoi le FN arriverait en tête. Mais Jacques Portier, si on regarde les résultats du FN chez nos voisins et futurs amis Lorraine et Champagne-Ardenne, les scores sont très élevés. Les scores sont très proches des nôtres, c'est-à-dire entre 29 et 30% en moyenne sur des premiers tours. Attention, il ne faut pas là-dessus raisonner sur les seconds tours où l'offre n'est plus la même. Sur des premiers tours, quand on fait des projections, effectivement, avec une alliance UMP, UDI, divers droite, avec des projections faites à l'heure actuelle, on n'est pas en décembre, c'est la droite classique qui l'emporte, et qui l'emporte confortablement, puisque la prime de siège, elle est du quart
des sièges, 25% de sièges pour le gagnant. Mais en revanche, sa première opposition sera une opposition Front National et qui pourra compter entre 35 et 40 sièges. C'est surtout le risque de disparition ou de sévère amaigrissement de la gauche dans cette grande assemblée régionale que je vois moins inscrite dans les résultats des départementales de la semaine dernière et de ce dimanche. Et on sent ce qui a pesé quand même, c'est le fait que ce soit des parfaits inconnus la plupart du temps qui étaient candidats. Ça a pesé au deuxième tour. En revanche, pour les régionales, si un Florent Philippot mène la danse, on peut s'attendre quand même à des scores encore plus importants. Oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas assez dit, mais que dans ce scrutin-là, le FN a vraiment souffert de n'avoir aucune implantation, ou très peu d'implantation, parce que on a bien vu que la plupart des nouveaux élus, on l'a dit avant, c'est soit des adjoints au maire, soit des maires. Donc c'est cette étape-là aussi qui manque. Hein. Mais bon... Alors pour conclure, on va peut-être redire un mot sur cette vraie nouveauté, c'est-à-dire l'entrée des femmes. Est-ce qu'on en fait trop là-dessus ou ça va vraiment changer quelque chose? Ça peut changer le regard, en tout cas, ça peut changer la façon de faire. Et ça peut mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, ça moi j'en doute absolument pas. Vous l'attendez avec impatience? J'ai le sentiment que l'idée de modernité et de changement de génération va être associée pour les deux présidents. Ils vont faire des efforts là-dessus, puisque maintenant leurs noms sont connus. La loi ne les oblige pas à faire des listes Shabada dans leur exécutif, mais elle les oblige à avoir autant de femmes que d'hommes dans leur exécutif. Dans la répartition au poste de femmes, dans les attributions confiées aux femmes qui seront leurs vice-présidentes, je pense que là on pourra tester un peu la façon de faire fonctionner ce nouveau conseil départemental paritaire, ce qui est quand même la première des révolutions de ce qu'on vient de vivre. Parce qu'elles sont sans doute compétentes, mais elles n'ont pas d'expérience. Non, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui arrivent et qui n'ont pas d'expérience. Non, mais moi je pense qu'il va falloir qu'ils apprennent très vite à prendre la parole. Moi j'en ai discuté avec l'une ou l'autre hier soir, et j'étais vraiment épatée de me dire, ces filles-là, ces femmes-là, elles vont prendre les choses en main. Et puis voilà, il faut être optimiste quand même. Hein. C'est plutôt positif, je pense que c'est positif. Et alors qu'on ne vienne pas dire, on va leur laisser le social, hein, comme on a entendu, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Le social, c'est le cœur de métier au conseil département. Donc moi je me dis qu'elles y aillent. Hein, Et bon, on verra. On arrive au terme de cette édition spéciale. J'ajoute que vous retrouverez tous les résultats, les reportages, les commentaires, les analyses, mais aussi des bonus et sur notre site internet alsace.france3.fr. Et notez d'ores et déjà que samedi prochain, l'invité de La Voix est libre sera probablement le futur président du département du Bas-Rhin, Frédéric Biry, puisqu'il y a quand même peu de suspense sur son élection en jeudi. Et le 11 avril, ce sera le président du Haut-Rhin, Éric Stroman. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Rendez-vous ce soir à 19h pour une édition en grande partie consacrée aux résultats de ces élections départementales en Alsace. Très belle journée à tous.